Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Dans cette vidéo, nous allons examiner comment appliquer la formule du changement de variable intégrale. Dans la précédente vidéo, nous nous sommes penchés sur le problème de comment peut-on effectuer un changement de variable au sein d'une intégrale. Et en effectuant cette étude de manière théorique, nous sommes tombés sur une formule qui dit la chose suivante. Si f et u sont des fonctions qui vérifient certaines conditions, conditions sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants, nous avons que l'intégrale de a à b de f de u de t u' de t dt est égale à l'intégrale de u de a à u de b de f de x dx. Puis je vous avais dit qu'il y avait quelques avantages à remplacer la lettre x qui se trouve dans l'intégrale de droite par la lettre u. À savoir, si vous remplacez x par u, vous obtenez intégrale de a à b de f de u de t u' de t dt est égale à l'intégrale de u de a à u de b de f de u du. Alors je vous rappelle que cette écriture est en fait un abus de notation. En effet, dans l'intégrale de gauche, la lettre u représente une fonction, la fonction u de t, tandis que dans l'intégrale de droite, la lettre u représente une variable réelle. Normalement, nous ne devrions pas utiliser la même lettre pour désigner deux concepts différents, à savoir une fonction et une variable. Or, comme j'ai commencé à vous l'expliquer dans la précédente vidéo, il y aura quelques avantages pratiques à maintenir cette notation. Maintenant, regardez bien cette formule. Si vous la lisez de gauche à droite, la fonction u de t se transforme en une variable u. Tandis que si vous la lisez de droite à gauche, la variable u va se transformer en une fonction u de t. Il y a donc deux manières d'appliquer cette formule. Une qui transforme une fonction en une variable et une autre qui transforme une variable en une fonction. Comme il y a deux manières d'appliquer cette formule, je ferai deux vidéos d'application. Cette vidéo va se concentrer à la lecture de gauche à droite qui consiste à transformer la fonction u de t en une variable u. Et dans la prochaine vidéo, nous ferons la transformation dans l'autre sens. Maintenant, revenons quelques instants sur les conditions d'applicabilité de cette formule. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'autres conditions que celles qui rendent possibles les expressions que vous avez sous les yeux. À savoir, dans notre formule, il y a la présence d'un u', donc on va demander à ce que la fonction u soit dérivable. Ensuite, il y a la présence d'intégrales, et en première année, nous savons que si nous avons une fonction continue sur un intervalle fermé, fini, son intégrale sera bien définie. Donc on va faire en sorte que toutes les fonctions qui se trouvent sous les intégrales sont continues. On va donc demander à ce que u' soit continu, et également demander à ce que f soit continu. Alors notez qu'il n'est pas nécessaire de demander la continuité de u, parce que nous avons supposé que celle-ci était dérivable, et la dérivabilité implique automatiquement la continuité. Enfin, dans notre formule, nous avons la présence de f de u de t. Il faut donc s'assurer que la composée de f et de u soit bien définie. Et une manière d'imposer ceci, c'est de demander à ce que l'image de l'intervalle AB par la fonction u soit incluse dans le domaine de définition de la fonction f. Alors je sais par avance que cette dernière condition va en effrayer certains, notamment à cause de la présence de l'image d'un ensemble par une application. Or, comme celle-ci a été posée pour s'assurer que la fonction f de u de t est bien définie, je vous propose de la remplacer dans la pratique par quelque chose de plus simple. On va imposer la condition, on suppose que f de u de t est bien défini, ce qui évitera à certains de se faire des nœuds au cerveau. Enfin, pour terminer cette introduction, je vous rappelle les manipulations formelles que nous avions introduites dans la précédente vidéo. Dans ce qui va suivre, nous allons utiliser la notation du sur dt pour désigner la dérivée de la fonction u. Et nous allons considérer cette notation comme étant une véritable fraction. À savoir, nous allons nous autoriser des manipulations du type du est égal à u' de t fois dt. Ce type de jeu formel va nous permettre de retrouver la formule du changement de variable intégrale. Par exemple, si on veut transformer ce qui se trouve sous l'intégrale de gauche de notre formule, à savoir f de u de t, u' de t, dt, nous allons procéder comme ceci. On va remplacer u' par du sur dt, et comme cette notation, nous allons la considérer comme une fraction, nous allons simplifier les dt, ce qui va nous donner f de u de t, du. Et puis, nous allons transformer le u de t, qui est une fonction ici, en la variable u, ce qui va nous donner f de u du.
Et comme vous le voyez, avec ces manipulations, eh bien nous retrouvons ce qui se trouve sous l'intégrale de droite de notre formule. Alors je vous rappelle que ces manipulations peuvent être considérées soit comme un pur jeu d'écriture pour retrouver la formule, soit vous admettrez qu'il est possible de définir un cadre théorique pour donner un sens rigoureux à du et à dt, c'est ce que l'on appelle des formes différentielles, mais qu'il est un petit peu trop tôt pour l'aborder en première année. Pour notre premier exemple, nous allons calculer l'intégrale de -1 à 3 de exponentielle t au carré fois 2t dt à l'aide d'un changement de variable intégrale. Alors, cette intégrale, il est possible de la calculer directement. En effet, si vous regardez bien, 2t, c'est la dérivée de t au carré. Donc on a quelque chose qui ressemble à exponentielle u fois u'. Alors faisons le calcul direct. Le calcul direct nous donne que intégrale de -1 à 3 de exponentielle t au carré fois 2t dt, c'est égal, alors une primitive de ça, c'est exponentielle t au carré, entre -1 et 3, et si vous remplacez les crochets, eh bien vous tombez sur exponentielle 3 au carré, donc 9, moins exponentielle -1 au carré, donc 1. Gardons ce résultat de côté pour vérifier si à l'aide d'un changement de variable intégrale, nous arrivons à la même chose. Pour ce premier exemple, je vais vous proposer deux rédactions pour faire le changement de variable intégrale. Dans la première rédaction, nous allons revenir au théorème et identifier les objets qui se trouvent à l'intérieur du théorème. Et dans la deuxième rédaction, eh bien, je vais utiliser les bidouillages avec les fameux du et dt. Nous pourrons ainsi comparer les deux rédactions et je vous expliquerai en quoi il y a un intérêt à utiliser justement la méthode des bidouillages avec les du et les dt. Alors pour la première rédaction, on prend notre théorème que j'ai écrit ici, et on va mettre en vis-à-vis les formules. Alors si vous regardez là les deux formules qui se trouvent ici, 2t c'est la dérivée de t au carré, donc on a bien un u et un u'. Ce qui va jouer le rôle de f, eh bien c'est l'exponentielle, et puis a et b ça sera -1 et 3. Donc on identifie les objets, f c'est l'exponentielle, u de t c'est t au carré. On pose. U de t égale t au carré et f de t égale exponentielle t. Et on va vérifier si u et f vérifient les hypothèses du théorème. Alors tout d'abord, il faut que la fonction u soit dérivable sur le domaine AB, c'est-à-dire là où on intègre. Donc est-ce que u de t, qui vaut t au carré, est dérivable sur -1, 3 ? Et la réponse est oui, t au carré c'est une fonction dérivable sur R, donc en particulier sur -1, 3. Donc dérivable sur -1, 3. Ensuite, il faut vérifier si la dérivée de u est continue. Alors la dérivée de u c'est 2t. 2t c'est une fonction continue sur R, donc si c'est continu sur R, eh bien ce sera continu sur -1, 3. Ensuite il faut vérifier que la fonction f de u de t est bien définie. F de u de t, si on remplace, donc f c'est l'exponentielle, et u de t c'est t au carré. Et cette fonction-là, eh bien, elle est bien définie sur R tout entier parce que l'exponentielle est définie sur R. Donc, en particulier, c'est une fonction qui est définie sur -1, 3. Enfin, il faut vérifier que la fonction f est continue. La fonction f, ici, c'est l'exponentielle. Et l'exponentielle, bien, on le sait, elle est continue sur R. On a donc toutes les conditions qui sont vérifiées pour appliquer la formule qui se trouve ici. Alors si vous regardez la formule, le A devient U de A et le B devient U de B. Donc le -1 va devenir U de -1 et le 3 va devenir U de 3. Il faut donc calculer ces deux quantités. U de -1, donc c'est -1 au carré, c'est-à-dire 1, et U de 3, c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9. On applique la formule, intégrale de -1 à 3 de exponentielle t au carré fois 2t dt, ça va nous faire l'intégrale entre u de a et u de b, donc nous ça sera u de -1 qui fait
1 et u de 3 qui fait 9. Et ici, on va mettre f de u du. Et f, ici, eh bien, c'est l'exponentielle. Exponentielle u du. Alors rappelez-vous bien, ici, u désigne une variable et pas une fonction. Donc u va fonctionner comme un x ou un t. On primitive l'exponentielle. Une primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc ça va faire crochet exponentielle u entre 1 et 9. Et quand on remplace les crochets, eh bien ça va faire exponentielle 9 moins exponentielle 1. Et si vous regardez avec le calcul que l'on a fait tout à l'heure, eh bien on tombe exactement sur la même chose. Maintenant, nous allons faire la rédaction avec les du et les dt. Alors le point de départ est le même, c'est-à-dire qu'on va poser la même fonction u de t. On pose u de t est égal à t au carré. Par contre, on ne va pas chercher à identifier, on ne va pas chercher qui est f dans la formule. Le f va apparaître en cours de route de nos calculs. Alors quand on pose u, il faut d'abord vérifier si le u vérifie les hypothèses du théorème. Donc est-ce que u est dérivable? U de t ici c'est t au carré est dérivable sur r, donc t au carré sera dérivable sur moins 1, 3. Dérivable sur moins 1, 3. Ensuite, deuxième condition, est-ce que la dérivée de u est continue? La dérivée de u c'est 2t. 2t est continue sur r, donc continue sur moins 1, 3. Donc là, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à l'autre rédaction. Maintenant, nous allons faire des calculs un petit peu spéciaux. On va prendre l'équation qui se trouve ici, et on va enlever la variable qui se trouve au niveau de la fonction. C'est-à-dire qu'on va écrire u égale t au carré. Ensuite, on va calculer la dérivée de u par rapport à t avec la notation du sur dt. Donc du sur dt, c'est la dérivée de t au carré, c'est-à-dire 2t. Et on va considérer cette notation comme une véritable fraction, c'est-à-dire que le dt qui se trouve ici, eh bien on va s'autoriser à le mettre de l'autre côté. Du est égal à 2t dt. Et nous allons exploiter ces deux formules, celle-ci et celle-là. On va prendre l'expression qui se trouve sous le signe intégral, c'est-à-dire on ne va pas considérer l'intégrale, et nous allons la transformer à l'aide de ces deux formules. Alors prenons cette expression, exponentielle t au carré fois 2t dt, donc on prend également le dt, et à l'aide de ces deux formules, eh bien, nous allons transformer ceci pour qu'il n'y ait plus à la fin que de la variable u. La variable t doit disparaître. Alors regardez ici, 2t dt, c'est du. Donc on remplace. Exponentielle t au carré du. Ensuite, le t au carré qui se trouve ici, c'est u. Donc on remplace aussi. Exponentielle u du. L'expression qu'on obtient ici ne dépend plus de t, donc on a fini le travail. Et la fonction f que l'on n'a pas cherchée au début de la rédaction, eh bien elle se trouve ici. Ici, nous avons f de u. Alors remarquez bien, c'est exactement la même expression que l'on avait obtenue dans l'autre rédaction. Une fois qu'on a repéré la fonction f, donc ici la fonction f c'est l'exponentielle, il faut vérifier si elle vérifie les conditions du théorème. Donc on sort notre théorème. Est-ce que la fonction f de u de t est bien définie sur le domaine d'intégration? Alors f de u de t, ici f c'est l'exponentielle, u de t c'est t au carré, et cette fonction-là, en fait, elle est bien définie sur R parce que la fonction exponentielle est définie sur R. Donc cette fonction est bien définie sur notre domaine d'intégration, c'est-à-dire moins 1, 3. Ensuite, il faut vérifier si la fonction f est continue. Alors f de t, ici, c'est l'exponentielle, exponentielle t, et cette fonction, on le sait, elle est continue sur R. Puis, nous allons transformer notre intégrale. Alors, comme tout à l'heure, il va falloir changer les bords, puisque a devient u de a et b devient u de b. Il va falloir calculer u de moins 1. Donc u de moins 1, c'est moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Puis il va falloir calculer u de 3, qui va faire 3 au carré.
c'est-à-dire 9, et on transforme notre intégrale. Donc on repart de l'intégrale ici, intégrale de moins 1 à 3 de exponentielle t au carré fois 2t dt, va nous donner l'intégrale, moins 1 va être transformé en u de moins 1, c'est-à-dire 1, 3 va être transformé en u de 3, c'est-à-dire 9, et l'expression qui se trouve ici, en fait c'est l'expression que l'on avait tout à l'heure ici, eh bien on va la remplacer par la nouvelle expression qui dépend de u, c'est-à-dire exponentielle u du. Ensuite, on arrive ici, u est considéré comme une variable, donc en primitive, ça nous fait exponentielle u entre 1 et 9, et quand on remplace les crochets, eh bien on tombe sur exponentielle 9 moins exponentielle 1. Et comme vous le voyez, eh bien nous tombons exactement sur le même résultat. Maintenant, comparons nos deux rédactions. Dans la première rédaction, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons pris notre théorème du changement de variable intégrale et nous avons comparé notre intégrale pratique à l'intégrale théorique. Et nous avons déterminé qui était f, qui était u et qui était u'. Nous avons donc fait un travail d'identification. Tandis que dans la deuxième rédaction, eh bien, nous nous sommes contentés de poser une fonction u et nous avons découvert en cours de route qui allait jouer le rôle de la fonction f. De visu, on aurait envie de dire que cette première rédaction est préférable, parce que d'une part, elle est un petit peu plus courte, et d'autre part, on n'est pas obligé de faire ces manipulations étranges. Sauf que, dans la pratique, les expressions qui se trouvent sous le signe intégral sont nettement plus compliquées, ce qui fait que le travail d'identification n'est pas aussi simple qu'ici. C'est la raison pour laquelle on préfère généralement la deuxième rédaction, qui consiste simplement à poser une fonction, u, et à découvrir f en cours de route. Comme nous allons utiliser cette seconde rédaction dans les exemples qui vont suivre, je vous propose de relire cet exemple pour en dégager les grandes étapes principales. Donc d'abord, on pose une fonction u de t et on vérifie les hypothèses que doit vérifier u pour faire un changement de variable intégrale. Donc d'abord, il faut s'assurer que la fonction u est dérivable sur le domaine sur lequel on intègre et de vérifier que la dérivée de u est continue sur le domaine sur lequel on intègre. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on transforme l'équation qui est ici en enlevant la parenthèse t, ce qui nous donne cette équation. Puis on dérive, donc la dérivée de u ça va être notée du sur dt, et la dérivée de t au carré, eh bien c'est 2t. Et on va mettre le dt de l'autre côté, comme ceci. Ensuite, on prend l'expression qui se trouve sous le signe intégral, et à l'aide de ces deux équations, eh bien on va transformer cette expression pour que, à la fin, il n'y ait plus que la variable u. La variable t doit disparaître. Et la fonction que l'on va obtenir ici, eh bien ça va être notre fameuse fonction f. Une fois qu'on a trouvé f, eh bien on vérifie si elle suit les hypothèses du théorème du changement de variable intégrale, c'est-à-dire est-ce que f de u de t est bien définie sur le domaine sur lequel on intègre, et est-ce que la fonction f est continue sur l'intervalle sur lequel elle est définie. Et enfin, on transforme l'intégrale qui se trouve ici. Donc d'abord les bords, moins 1 va devenir u de moins 1, 3 va devenir u de 3, et l'expression qui se trouve sous le signe intégral, eh bien on va le remplacer par l'expression qui se trouve ici, et on la met là. Et enfin, on tombe sur une intégrale qu'il nous reste à calculer pour pouvoir déterminer la valeur de cette intégrale. Pour notre deuxième exemple, nous allons calculer l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur t ln de t plus t dt à l'aide d'un changement de variable intégrale. La première chose que nous devons faire, c'est décider d'une fonction u de t. Malheureusement, il n'existe pas de méthode générale permettant de deviner à l'avance quelle fonction u de t on va poser. Par contre, il existe quelques stratégies. Et l'une de ces stratégies consiste à essayer de remplacer une expression qui nous gêne au sein d'une intégrale pour la transformer en quelque chose de plus simple qui sera une variable u. Alors si vous regardez ici l'expression sous l'intégrale, eh bien vous voyez la présence d'un ln de t. Et ln de t, eh bien c'est quelque chose de plutôt désagréable, qu'on a un petit peu du mal à primitiver. Donc ça serait bien de pouvoir le transformer en une variable u. Et donc on pose u de t
égale ln de t. Alors commençons d'abord par vérifier si u de t satisfait les hypothèses du théorème du changement de variable intégrale. Il faut d'abord que u de t soit dérivable sur le domaine d'intégration, c'est-à-dire ici sur l'intervalle 1, 2. Alors ici, u de t, c'est ln de t. ln de t, on le sait, est dérivable sur l'intervalle 0 ouvert plus infini, donc est dérivable sur l'intervalle 1, 2. Donc dérivable sur 1, 2. Ensuite, il faut s'assurer que la dérivée de u de t est continue sur le domaine d'intégration. La dérivée de u de t, c'est 1 sur t. 1 sur t, on le sait, est une fonction continue, sauf en 0. Mais ici, l'intervalle 1, 2, vous voyez, ne contient pas 0. Donc cette fonction sera continue sur l'intervalle 1, 2. Maintenant, nous sommes prêts à effectuer nos manipulations avec les du et les dt. D'abord, on prend cette équation et on la transforme en enlevant le parenthèse t ici. Donc ça nous donne u égale ln de t. Puis on dérive l'équation. Donc la dérivée de u, on va l'écrire du sur dt. Et la dérivée de ln de t, 1 sur t. Et le dt, je vais le mettre de l'autre côté. Donc ça va me donner du est égal à 1 sur t dt. Et ici, on a nos deux équations qui vont nous servir par la suite. Ensuite, on prend l'expression qui se trouve sous le signe intégral, 1 sur t ln de t plus t, en n'oubliant pas le dt, et on va utiliser ces deux équations pour transformer cette expression en une nouvelle expression qui ne contiendra plus que la variable u. Alors déjà, le ln de t, on peut le remplacer par u, donc ça nous donne 1 sur tu plus t dt. Ensuite, eh bien, il nous reste ces expressions, t, un t et un dt, et il faut réfléchir comment les enlever. Alors il y a plusieurs stratégies, soit vous voyez qu'on peut factoriser par t et utiliser cette expression-là, et puis pour ceux qui ne verraient pas, on peut aussi faire la manip suivante. Le t qui se trouve ici, on peut le mettre de l'autre côté, ce qui va nous donner dt égale t du, et on va pouvoir remplacer le dt qui se trouve ici par t du. Donc c'est aussi 1 sur tu plus t du. Et regardez ce qui se passe, ici il y a un t en haut de la fraction, et là il y a des t en bas de la fraction, on peut donc les simplifier. Donc ça s'en va, et donc il va rester 1 sur u plus 1 du. Et on a réussi, vous voyez, à transformer cette expression en une nouvelle expression qui ne dépend plus que de la variable u. Et la fonction f dont on va avoir besoin, eh bien, elle se trouve ici. F de u, c'est 1 sur u plus 1. Donc on pose f de t égale 1 sur t plus 1. Alors ici, il faudra faire attention puisque notre fonction a un petit problème lorsque t vaut moins 1. Je vais bien le mettre. Le domaine de définition, c'est r privé de moins 1, donc il faudra bien en prendre compte au cours de la rédaction. Maintenant, il faut vérifier que f vérifie les hypothèses du théorème du changement de variable intégrale. La première hypothèse consiste à s'assurer que la fonction f de u de t est bien définie sur le domaine d'intégration, c'est-à-dire sur un 2. Alors on va mettre l'expression de f de u de t. Si on prend le f qui est ici et le u qui est ici et qu'on remplace, ça nous donne 1 sur ln de t plus 1. Et donc on doit s'assurer que cette fonction est bien définie sur 1, 2. Alors comme on l'a vu, il y a un petit problème en moins 1, donc il faut s'assurer que ln de t n'atteint pas la valeur moins 1. Mais comme nous travaillons sur l'intervalle 1, 2, eh bien on sait qu'au-delà de 1, le logarithme est positif. Et comme il est positif, il ne pourra jamais atteindre la valeur moins 1 qui pose problème. Donc on va dire ça. On va dire pour tout t dans 1, 2, ln de t est quelque chose de positif. Ensuite, on va dire que 1 sur t plus 1 est une fonction définie sur r privé de moins 1. Par conséquent, quand on les compose, eh bien 1 sur ln de t plus 1 est bien défini sur l'intervalle 1, 2.
Ensuite, il faut vérifier la dernière hypothèse, à savoir que notre fonction f est continue sur son domaine de définition. Or, nous savons 1 sur t plus 1 est une fonction qui est continue, sauf au point problématique moins 1. Donc cette fonction est bien continue sur son domaine de définition. F est continue sur donc df, qui est r privé de moins 1. On a vérifié toutes les hypothèses pour appliquer notre théorème. Alors appliquons-le. On prend l'intégrale qui est ici, intégrale de 1 à 2, de 1 sur t ln de t plus t dt. Donc ça va se transformer en une intégrale. Le 1, il va falloir le transformer en u de 1. Donc on va calculer u de 1. U de 1, si on reprend l'expression de u, c'est ln de 1. Et ln de 1, bien c'est 0. Donc le 1 devient 0. Ensuite, le 2 va être transformé en u de 2. Alors u de 2, quand on remplace, ça fait ln de 2. Donc 2 se transforme en ln de 2. Et l'expression qui se trouve sous l'intégrale, c'était celle-ci en fait, eh bien on va la remplacer par l'expression que l'on a obtenue tout à l'heure, c'est-à-dire celle-ci. 1 sur u plus 1 du. Et il ne nous reste plus qu'à calculer cette intégrale, où, je vous le rappelle, ici, u est une variable. Donc quand on primitive 1 sur u plus 1, eh bien on sait faire, ça fait ln de valeur absolue de u plus 1, entre 0 et ln de 2. Puis on remplace les crochets, donc ça donne ln de valeur absolue de ln de 2 plus 1, moins ln de valeur absolue de 0 plus 1. Et puis, je vous laisse faire les simplifications si vous voulez enlever les valeurs absolues dans ces expressions. Maintenant, j'aimerais vous faire une petite remarque concernant cet exemple. Si vous revenez à l'énoncé du théorème du changement de variable intégrale, les esprits un petit peu pointilleux auront certainement remarqué que la fonction f, qui se trouve ici, doit être définie sur un intervalle. Or, ici, notre fonction f est définie sur r privé de moins 1. Et si vous dessinez r privé de moins 1, donc c'est la droite réelle à laquelle on enlève le point moins 1, eh bien ceci, ça n'est pas un intervalle, parce que dans un intervalle, normalement, il ne doit pas y avoir de trou, comme c'est le cas ici. Alors, est-ce que c'est un problème? Il se trouve qu'en fait, non. Il est possible de démontrer ce théorème sans l'hypothèse i est un intervalle de R. Alors c'est souvent par commodité que l'on conserve cette hypothèse, d'une part parce que la notion d'intervalle est quelque chose que les étudiants de première année appréhendent mieux, et puis d'autre part cela permet de contourner des micro-détails techniques au sein de la démonstration du théorème. Alors moi, j'ai conservé cet énoncé parce que c'est cet énoncé-là que l'on trouve le plus fréquemment dans les livres. Alors, là, il y a deux attitudes. Soit on admet qu'on peut démontrer ce théorème sans l'hypothèse I est un intervalle de R, et dans ce cas, tout est bon. Soit on dit non, je veux absolument que ça colle avec cet énoncé-là, et dans ce cas, eh bien, il va falloir modifier un petit peu le déroulé ici de la preuve. Avec l'idée suivante. Puisque l'on veut que notre fonction soit définie sur un intervalle, et comme le domaine de définition a cette forme, eh bien, il suffit de travailler seulement soit avec cet intervalle-là, ou bien soit avec cet intervalle-là, puisque, comme on dit, qui peut le plus peut le moins, donc on peut restreindre finalement le domaine pour avoir un intervalle. Le problème, c'est quel intervalle allons-nous choisir, celui-ci ou celui-là? Et là, eh bien, il faut regarder un petit peu les détails. Regardons à quel endroit on a besoin du domaine de définition de la fonction. Eh bien, on a besoin à deux endroits. Ici, lorsque l'on compose avec la fonction u de t, et ici pour la continuité. Alors pour cette hypothèse, on s'en fiche un peu, parce que si la fonction est continue tout partout sauf en moins 1, bien forcément elle sera continue sur cet intervalle ou sur cet intervalle. Donc peu importe l'intervalle que l'on va choisir pour ce résultat-là. Par contre, ici, il faut faire très attention. Ici, on a composé f avec u de t, et la composition s'est bien passée parce que la fonction ln de t était positive sur l'intervalle 1, 2. Donc, il va falloir prendre l'intervalle qui contient les réels positifs,
pour que l'argument reste valide. Et l'intervalle qui contient les réels positifs, eh bien, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc si vous voulez une rédaction qui colle parfaitement avec l'énoncé de notre théorème, eh bien, partout où nous avons mis df égale r privé de moins 1, donc il y a là, 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 eh bien vous remplacez par l'intervalle moins 1 plus l'infini, et vous aurez une rédaction parfaite. Pour ce troisième exemple, nous allons faire un changement de variable intégrale, à l'issue duquel il y aura une intégration par partie. Alors comme l'intégration par partie n'est pas le cœur de notre sujet ici, je ferai les calculs très rapidement. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, ou bien si vous êtes mal à l'aise avec cette notion d'intégration par partie, eh bien assurez-vous au moins que vous sachiez faire le changement de variable intégrale, et puis passer à l'exemple suivant. Alors, si on regarde cette intégrale, c'est l'intégrale de 1 à 4 de exponentielle racine de t dt. Ce qui nous gêne ici, c'est la présence de la racine, parce qu'en effet, nous savons primitiver l'exponentielle de t, mais nous ne savons pas primitiver l'exponentielle de racine de t. Donc, ce qui serait bien, c'est de transformer cette racine de t en une variable, de sorte que si on a exponentielle variable, eh bien on saura primitiver la chose. Donc on va poser, on pose u de t égale racine de t. Alors commençons par vérifier les hypothèses sur la fonction u. Est-ce que cette fonction u est dérivable sur 1, 4 ? Alors on le sait, la racine carrée est dérivable sur 0 ouvert plus infini, donc sur 1, 4. Donc u de t égale racine de t est dérivable sur 1, 4. Ensuite, il faut vérifier si la dérivée de u est continue sur 1, 4. La dérivée de u, c'est 1 sur 2 racines de t. Et 1 sur 2 racines de t, c'est continu sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, ça sera continu sur 1, 4. Continu sur 1, 4. Maintenant, on va faire nos manipulations techniques. On prend cette équation et on enlève le parenthèse t. Donc, ça nous donne u égale racine de t. On dérive l'expression. La dérivée de u va donner du sur dt, la dérivée de racine de t donne 1 sur 2 racines de t, et on passe le dt de l'autre côté, donc ça nous donne du est égal à 1 sur 2 racines de t fois dt. Et on a nos deux fameuses équations qui vont nous servir pour les manips. Ensuite on prend ce qui se trouve sous le signe intégral, donc exponentielle de racine de t fois dt, et on remplace pour qu'il n'y ait plus que u. Le racine de t, on peut le remplacer par u, donc ça va faire exponentielle u fois dt. Le dt, eh bien, on va pouvoir le remplacer aussi. Si on l'isole, dt c'est 2 racines de t du, je vais l'écrire, dt ça fait 2 racines de t fois du. On va passer ça de l'autre côté. Donc si on remplace, ça fait exponentielle u fois 2 racines de t fois du. Et ici, eh bien, on va remplacer le racine de t par u, ce qui va nous faire exponentielle u, 2u, du. Et juste pour faire joli, je vais le réécrire en 2u exponentielle u du. Donc on a bien réussi à transformer l'expression qui est ici en une nouvelle expression qui ne contient plus que la variable u. On a donc la fonction f qui est ici, f de u. On va donc la poser. On pose f de t est égal à 2t exponentielle t. Cette fonction, eh bien, c'est une fonction définie sur R, puisque l'exponentielle est définie sur R et t aussi. Et puis R, je vous le rappelle, c'est un intervalle, donc on n'aura pas les mêmes difficultés que dans l'exemple précédent. Ensuite, il faut vérifier si f vérifie les hypothèses du théorème. Donc on va regarder f de u de t et voir si f de u de t est défini sur 1, 4. f de u de t, donc f est ici, et u c'est la racine. Donc quand on remplace, ça fait 2 racine de t exponentielle racine de t. Et ça c'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini. Je vais l'écrire, définie sur 0 plus l'infini. Donc c'est défini sur 0 plus l'infini à cause des racines. Comme c'est défini sur 0 plus l'infini, bah c'est forcément défini sur 1, 4.
donc définie sur l'intervalle d'intégration 1, 4. Ensuite, il faut s'assurer que la fonction f est continue. F de t, c'est 2t exponentielle t. L'exponentielle, c'est continu sur R. 2t, c'est continu sur R. Donc tout ceci, c'est continu sur R. Continu sur R. Maintenant, eh bien, on a toutes les hypothèses pour appliquer notre théorème. Intégrale de 1 à 4 de exponentielle racine de t dt. Il faut transformer les bords. 1 va être transformé en u de 1. Donc u de 1, c'est racine de 1 qui fait 1. Donc 1 reste 1. Et 4 va être transformé en u de 4. u de 4, c'est racine de 4, c'est-à-dire 2. Donc 4 va être transformé en 2. Et l'expression sous le signe intégral, que l'on avait trituré tout à l'heure, on va le remplacer par cette expression qui ne dépend que de u. Donc 2u exponentielle u du. Et l'intégrale qui est ici, eh bien, c'est une intégrale qui se calcule par intégration par partie. Donc, je vous rappelle ici, u c'est une variable, hein, c'est comme s'il s'agissait d'un t ou d'un x. Donc on va faire une intégration par partie. Je vais intégrer l'exponentielle et dériver le 2u. Donc ça va me faire 2u exponentielle u entre 1 et 2, moins intégrale entre 1 et 2 de 2 exponentielle u du. Cette intégrale, eh bien, je peux la calculer. Alors ça, on va le recopier. Ça fait 2u exponentielle u entre 1 et 2, moins une primitive de 2 exponentielle u, bah, c'est 2 exponentielle u entre 1 et 2. Et puis, il ne nous reste plus qu'à remplacer les crochets. Donc en 2, ça va faire 4 exponentielle 2, moins en 1, ça va faire 2 exponentielle 1, moins, et là je remplace les crochets aussi, 2 exponentielle 2, moins 2 exponentielle 1, et je vous laisse faire les dernières simplifications pour avoir un joli résultat. Pour notre dernier exemple, nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de t au cube racine carrée de t au carré plus 1 dt. Comme pour les exemples précédents, nous allons poser une fonction u de t dans le but de simplifier cette intégrale. Si vous regardez cette intégrale, ce qui nous gêne vraiment, c'est cette expression-là, racine carrée de t au carré plus 1. Et il y a plusieurs manières de s'y prendre pour la simplifier. Soit on la remplace par une variable u, en posant u de t égale racine carrée de t au carré plus 1, soit on se dit que la racine carrée, ça n'est pas quelque chose de réellement gênant, puisque une racine carrée c'est une puissance 1/2, et il est assez facile de primitiver une fonction puissance. Ce qui nous gêne réellement, c'est la présence du t au carré plus 1 sous la racine. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut transformer t au carré plus 1 en une variable u, en posant u de t est égal à t au carré plus 1. Alors il se trouve que ces deux stratégies fonctionnent aussi bien l'une que l'autre. Donc je vais faire le choix arbitraire d'utiliser la deuxième stratégie, c'est-à-dire que je vais poser u de t égale t au carré plus 1. Maintenant, vérifions les hypothèses sur u de t. D'abord, il faut que la fonction u de t soit dérivable sur le domaine d'intégration, c'est-à-dire sur 0,1. Alors u de t, c'est t au carré plus 1. t au carré plus 1, c'est un polynôme, et on le sait, un polynôme, c'est dérivable sur R, donc c'est dérivable sur 0,1. Dérivable sur 0,1. Maintenant, nous allons démontrer que la dérivée de u de t est continue sur le domaine d'intégration. La dérivée de u, c'est 2t. 2t, c'est une fonction continue sur R, donc continue sur 0,1. Nous avons vérifié les hypothèses sur U, maintenant on va faire les manipulations usuelles. On prend cette équation et on enlève le parenthèse t, donc ça nous donne U égale t au carré plus 1. On dérive l'expression, la dérivée de U c'est du sur dt, la dérivée de t au carré plus 1 c'est 2t. Puis on met le dt de l'autre côté, donc du est égal à 2t dt. Et on a nos deux équations usuelles qui sont ici. Ensuite, on prend l'expression sous le signe intégral, t au cube
racine carrée de t au carré plus 1 dt, et on utilise nos deux équations pour qu'il n'y ait plus à la fin que la variable u. Alors, on peut remplacer le t au carré plus 1 par u, ça nous donne t au cube racine de u dt, et arrivé ici, eh bien, on a envie de remplacer le dt en utilisant cette équation. Alors là, il faut savoir qu'il y a deux écoles. Il y a l'école que j'appellerais des bidouilleurs et l'école que j'appellerais des rigoristes. L'école des bidouilleurs va dire la chose suivante. Avec cette équation ici, je peux isoler dt en mettant le 2t de l'autre côté, ce qui va nous donner dt est égal à 1 sur 2t du. Mais l'école des rigoristes va nous dire que non, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça parce que t se balade entre 0 et 1, donc peut prendre la valeur 0, et s'il peut prendre la valeur 0, on va avoir un risque de division par 0. Alors, il faut savoir que moi, lorsque j'enseigne devant une classe, je fais partie de l'école des bidouilleurs, c'est-à-dire que j'autorise à faire cette manipulation-là pour faire la transformation qui est ici. Mais si vous avez un enseignant qui vous dit « Non, 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 surtout n'écrivez pas ça, c'est faux », alors je vais vous montrer comment on peut s'y prendre. Alors, partons de cette équation. Nous, ce qui nous arrangerait, c'est d'avoir un t dt. Comme on n'a pas le droit de mettre le t de ce côté-là, il faut le garder de ce côté. Où est-ce qu'on pourrait trouver un t dt dans cette expression? Eh bien, il y a un t qui est caché ici. T au cube, on peut l'écrire comme t au carré fois t, racine de u dt. Et vous voyez ici, en faisant cela, eh bien, j'ai fait apparaître un t dt, et le t dt ici, il est égal, en mettant le 2 de l'autre côté, à 1 demi de du. Et j'ai réussi à transformer le dt sans passer le t de l'autre côté. Alors on poursuit la transformation, on a t au carré, racine de u, et l'expression qui est ici, eh bien, on la remplace par 1 demi de du. Il nous reste à transformer t au carré, mais regardez, à partir de cette équation, en mettant le 1 de l'autre côté, j'ai t au carré qui vaut u-1. Donc ça me fait u-1, racine de u, 1 demi de du, chose que je vais réécrire en 1 demi de u-1, racine de u, du. Et vous voyez, j'ai réussi à transformer mon expression qui est ici en une nouvelle expression qui ne dépend plus que de la variable u. Et au passage, j'ai trouvé ma fonction f. Donc on va poser, on pose la fonction f de t, ça sera 1 demi de t-1, racine de t. Et comme il y a une racine carrée, eh bien le domaine de définition de f, ça sera 0 plus l'infini. Alors vous voyez ici, notre fonction est définie sur un intervalle, donc on n'aura pas les complications qu'on a eues dans l'exemple précédent. Maintenant, il faut vérifier les hypothèses sur la fonction f, à savoir, est-ce que la fonction f de u de t est définie sur 0,1 ? Alors on va calculer f de u de t, donc il faut prendre cette expression, mais remplacer le t qui est ici par u de t, c'est-à-dire t au carré plus 1. Donc quand on remplace, ça fait 1 demi de t au carré plus 1 moins 1, racine carrée de t au carré plus 1. Alors si on simplifie, ça fait 1 demi de t au carré, racine carrée de t au carré plus 1. Et regardez, ce qui peut nous gêner, c'est la présence de la racine carrée, mais en fait l'expression qui est en dessous est positive grâce au carré. Donc on a t au carré plus 1 qui est positif. Donc la racine carrée est toujours bien définie, quelles que soient les valeurs de t réelles. Donc f de u de t est définie sur R. Et donc si elle est définie sur R, elle est forcément définie sur 0,1. Donc définie sur le domaine d'intégration 0,1. Ensuite, il faut vérifier que la fonction f est continue sur son domaine de définition. La fonction f, c'est le produit d'une racine carrée de t-1, qui sont en fait des fonctions continues, donc il n'y aura pas de problème. F est continue sur 0 plus l'infini.
On a vérifié toutes les hypothèses du théorème du changement de variable intégrale, on peut donc appliquer la formule. Donc on va transformer notre intégrale entre 0 et 1 de t au cube racine carrée de t au carré plus 1 dt. Le 0 va être transformé en u de 0. Alors u de 0, si vous le calculez, ça fait 1. Donc 0 va être transformé en 1. Le 1 qui est ici, il faut le transformer en u de 1. Alors u de 1, quand on le calcule, ça fait 1 plus 1, 2. Donc 1 va devenir 2. Et l'expression qui est ici, que l'on avait mise là, on va la remplacer par la nouvelle expression en u, c'est-à-dire 1 demi de u moins 1, racine de u, du. Pour finir, il nous reste à calculer cette intégrale. Alors je vous propose de sortir le 1 demi de l'intégrale, ça nous fait 1 demi de l'intégrale de 1 à 2, et de développer l'expression qui est ici, donc ça va faire u racine de u, moins racine de u du. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, primitiver une racine, c'est primitiver une puissance 1 demi. Donc on va utiliser le fait que racine de u, c'est u puissance 1 demi. U racine de u, c'est u puissance 1 fois u puissance 1 demi. Donc en jouant sur les propriétés des puissances, ça va faire u puissance 1 plus 1 demi, c'est-à-dire u puissance 3 demi. Donc on va transformer ça. Ça nous donne 1 demi de l'intégrale entre 1 et 2 de u puissance 3 demi moins u puissance 1 demi du. Et on primitive, alors je vous rappelle, si alpha est différent de moins 1, les primitives de x puissance alpha sont de la forme 1 sur alpha plus 1, x puissance alpha plus 1 plus constante. Donc ici ça va nous faire 1 demi, crochet, une primitive de u puissance 3 demi, 3 demi plus 1 c'est 5 demi, donc ça va faire u puissance 5 demi, et comme il faut mettre devant 1 sur alpha plus 1, donc ça va faire 2 cinquièmes ici. Ensuite, 1 demi plus 1, c'est 3 demi, donc ça va faire u puissance 3 demi, et devant on met 2 tiers, entre 1 et 2, et il ne reste plus qu'à remplacer les crochets pour terminer. Donc ça fait 1 demi, donc si je remplace par 2, ça va faire 2 cinquièmes de 2 puissance 5 demi, moins 2 tiers de 2 puissance 3 demi, moins, et quand je remplace par 1, ça va faire 2 cinquièmes de 1, moins 2 tiers de 1, et je vous laisse terminer les calculs. Pour terminer, j'aimerais faire quelques remarques d'ordre général. La première remarque concerne le choix du changement de variable intégrale. Alors, comme je l'ai dit au cours de la vidéo, il n'existe pas de méthode générale pour deviner à l'avance quel changement de variable va fonctionner. Mais gardez à l'esprit que la plupart du temps, il y a une stratégie. Dans les exemples que j'ai donnés dans cette vidéo, la stratégie était toujours la même. Essayer de remplacer une expression compliquée par une variable u. Mais il existe d'autres stratégies. Par exemple, essayer de repérer la présence d'une fonction et de sa dérivée, qui pourrait jouer les rôles de u et de u'. C'est notamment ce qui se passait dans le tout premier exemple que je vous ai donné, où il y avait la présence de x au carré et de sa dérivée 2x. Mais il y a aussi des stratégies qui consistent à exploiter les symétries des fonctions, comme par exemple la parité, ou d'autres encore qui consistent à repérer s'il n'y aurait pas des expressions algébriques connues dans l'intégrale. Une petite mise en garde concernant certains exercices maintenant. Il arrive parfois que dans le but d'illustrer une difficulté technique, un enseignant construise une intégrale de toute pièce en faisant un changement de variable à l'envers. Et dans ce cas de figure, il peut arriver que le choix du changement de variable ne suive aucune stratégie spécifique et s'avère introuvable. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander à votre enseignant ce qui a motivé le choix du changement de variable, et si votre prof est honnête, il vous dira qu'il a construit l'exemple en faisant le calcul à l'envers. Ma deuxième et dernière remarque concerne le niveau de rédaction d'un changement de variable intégrale. Dans cette vidéo, j'ai volontairement suivi une rédaction très stricte qui vérifie toutes les hypothèses du théorème du changement de variable intégrale. L'objectif était de ne laisser aucune zone d'ombre entre la théorie et la pratique.
Or, si vous avez déjà regardé des exercices corrigés sur le sujet, ou bien si vous avez regardé d'autres vidéos, vous aurez certainement remarqué que les hypothèses sont soit partiellement vérifiées, soit pas du tout. Il faut que vous sachiez que le niveau de rédaction varie fortement en fonction de la filière d'études que vous suivez, mais aussi de vos enseignants. L'exigence la plus fréquemment répandue est celle qui consiste à vérifier que la fonction u est dérivable et que sa dérivée est continue. En revanche, il est plus rare qu'on l'on demande de vérifier les hypothèses sur f. Comme je vous ai montré le niveau de rédaction maximal, vous devriez maintenant pouvoir vous situer quant au niveau de rédaction attendu par vos enseignants. Voilà, nous en avons fini avec cette deuxième vidéo consacrée au changement de variable intégrale, qui est aussi notre première vidéo pratique sur le sujet. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce mode de rédaction un petit peu particulier et qu'elle va vous aider aussi à rédiger vos propres changements de variable intégrale. En ce qui concerne la suite, eh bien, dans cette vidéo, nous avons vu comment transformer une expression u de t en une variable u. Dans la prochaine vidéo, on va faire le travail inverse, c'est-à-dire transformer une variable u en une fonction u de t. Et si tout se passe bien, dans une dernière vidéo, nous verrons comment utiliser le changement de variable intégrale pour calculer des primitives. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, et puis pourquoi pas à me soutenir sur Tipeee. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.